Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. La Tunisie prolonge l'état d'urgence pour 1 mois. La mesure avait été initialement instaurée dans le pays en novembre 2015 suite à un attentat suicide contre la garde présidentielle. Le secrétaire général des Nations Unies est actuellement au Burundi. Objectif de cette visite qui s'achève ce mardi, poser les conditions d'un dialogue inclusif entre le gouvernement de Pierre Nkurunziza et l'opposition. Et puis les autorités du Nigeria annoncent une nouvelle mesure pour sortir de l'impasse économique. Une mesure forte qui surprend. Le premier producteur noir du continent suspend toute subvention pétrolière pour cette année en cours. Et je vous l'annonçais en titre, l'état d'urgence a été prolongé d'1 mois en Tunisie face à la menace terroriste à laquelle le pays est confronté depuis plusieurs mois. L'année 2015 aura été particulièrement meurtrière avec les attentats contre le musée du Bardo en mars et une station balnéaire à Sousse en juin. En novembre de la même année, la capitale Tunis avait été ébranlée par un attentat suicide contre la garde présidentielle. Alors comment le gouvernement tunisien entend faire face au fléau du terrorisme? Élément de réponse avec Idlet Mirabel Bissou. La Tunisie a annoncé le 21 février 2016 la prolongation d'1 mois de l'état d'urgence instauré dans le pays en novembre 2015. Cette décision prise par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, est en vigueur depuis ce 22 février sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, l'état d'urgence a été instauré en Tunisie en juillet 2015 suite à l'attaque contre une station balnéaire près de Sousse avant d'être levé en octobre. À cause de l'instabilité sécuritaire, les couvre-feux ne cessent d'être décrétés dans le pays. L'état d'urgence permet à la force de l'ordre de faire leur travail en tranquillité et très rapide pour rattraper les terroristes, surtout aux frontières algério-tunisiennes et algério-libyennes. La Tunisie, pionnière du printemps arabe, est depuis le début de l'année 2016 le théâtre de manifestations, et ce, depuis la révolution de 2011. Le gouvernement en place renforce la sécurité sur tout le territoire. À cet effet, le Parlement tunisien a adopté en juillet 2015 une nouvelle loi antiterrorisme. L'objectif étant de renforcer les moyens de sécurité face aux intrusions et attaques sporadiques des terroristes. Avec ces mesures sécuritaires, peut-être on peut limiter le dégât du terrorisme, le dégât de manifestations sociales qui aussi mène le pays au chaos. Le prolongement de l'état d'urgence d'1 mois intervient quelques jours après la levée du couvre-feu nocturne le 4 février, instauré sur l'ensemble du territoire le 22 janvier 2016. Cette nouvelle mesure de sécurité fait partie de la stratégie de l'État mise en place pour renforcer la sécurité sur son territoire et au niveau des frontières avec les pays voisins. Et en République du Congo, à peine libéré, le général Jean-Marie Michel Mokoko doit de nouveau se rendre ce mardi à la Direction générale de la sécurité du territoire pour la suite de l'enquête préliminaire sur une tentative présumée de coup d'État. Une vidéo datant de 2007 mettrait en cause le général qui, bien qu'il ne nie pas l'existence de cette vidéo, assure qu'il a été piégé. Et ce lundi, l'ancien chef d'état-major de l'armée avait déjà été entendu par le procureur général de la Cour suprême ainsi que par le procureur de la République. Et puis, suite à la médiation infructueuse de l'Union africaine, place depuis ce lundi à une intercession onusienne avec l'arrivée au Burundi ce lundi du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a dès son arrivée eu des entretiens avec des leaders des partis politiques et de la société civile. Il rencontre actuellement le président Pierre Nkurunziza ce mardi. Objectif du numéro 1 de l'ONU, persuader le gouvernement burundais de poser les conditions favorables à un dialogue inclusif avec l'opposition. Gladys Wamba. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite au Burundi. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, est en visite officielle au Burundi du 22 au 23 février 2016. Pour le représentant de l'ONU, l'objectif est double. Éviter que le pays ne retombe dans un conflit de guerre civile comme celui connu il y a 10 ans et sortir le pays de la spirale de violence qu'il connaît depuis la réélection pour un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza en avril 2015. C'est une mission peut-être de voir la situation qui prévoit au Burundi. Il rencontre tout de suite les partis politiques qui sont au Burundi et puis il va rencontrer les associations de la société civile et les ONG qui sont ici. Probablement, il va s'entretenir avec les agents des Nations Unies.
qui travaille ici au Burundi. Et puis demain, le matin, il va rencontrer le chef de l'État. Et ça, c'est à la fin de sa mission. Et à la fin de cet entretien, je pense qu'il est prévu une conférence de presse ou un entretien avec les journalistes, conjointement avec le président de la République. Et puis, on va l'accompagner à l'aéroport. Pour les Nations Unies, l'enjeu est de persuader le gouvernement burundais à entamer un dialogue inclusif et sans condition avec l'opposition. Une autre des préoccupations de l'institution internationale est la question du respect des droits de l'homme et la protection des populations civiles. Le représentant de l'ONU tentera de convaincre le chef de l'État burundais d'accepter l'envoi de la mission africaine pour la protection et la prévention au Burundi, la MAPROBU. Le Burundi est dans une crise qui dure depuis bientôt plus de presque un an et qui a déjà fait plusieurs centaines de morts. On a plusieurs milliers de jeunes qui sont dans les prisons. On a plus de 220 000 réfugiés dans les pays voisins. On a des discours de la haine à la radio nationale. Malgré l'impasse des négociations interburundaises entre le parti au pouvoir et l'opposition, le 20 février 2016, le procureur général burundais a annulé des mandats d'arrêt internationaux lancés contre 15 personnalités, dont plusieurs leaders de l'opposition, sur les 34 qui faisaient l'objet de poursuites. Deux radios privées fermées depuis mai 2015 ont également réouvert leurs portes sous autorisation du gouvernement pour engager au dialogue interburundais une délégation de 5 hautes personnalités africaines, dont 4 présidents, mandatés par l'Union africaine, devraient se rendre dans la capitale Bujumbura d'ici le 28 février 2016. Une visite du secrétaire général des Nations Unies qui intervient sur fond de violence. 10 grenades ont explosé dans la nuit de lundi à mardi dans plusieurs quartiers de la capitale burundaise, Bujumbura. Et à noter que le Burundi est la première étape du périple africain de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon qui est attendu ce mercredi en République démocratique du Congo avant de se rendre au Soudan du Sud. Remous au sein de la classe politique nigériane également. Depuis qu'il a perdu l'élection présidentielle du 28 mars 2015, le Parti démocratique populaire de l'ancien président Goodluck Jonathan vit une crise de leadership. À l'origine du malaise, la nomination contestée d'Ali Modou Chérif à la tête du parti d'opposition. Certains membres du PDP menacent de quitter la formation si Ali Modou Chérif n'est pas remplacé. Ils accusent cet ancien gouverneur de l'État du Borno, au cœur de l'insurrection de Boko Haram, d'avoir des liens avec la nébuleuse terroriste, ce que le chef de file du PDP nie catégoriquement. Et on reste au Nigeria où le gouvernement de Muhammadu Buhari a décidé de ne pas subventionner la consommation de pétrole en 2016 pour cause la chute des prix du pétrole qui ralentit une bonne partie des activités économiques de ce pays anglophone. Le point avec Alioune Gando. Le pétrole ne sera pas subventionné cette année au Nigeria. Cette décision émise par le gouvernement fédéral nigérian fait suite à la chute des cours du pétrole à l'international. Conséquence de cette baisse des prix de l'or noir, le premier producteur de pétrole en Afrique se voit privé de ses autres ressources économiques. Au milieu du mois de février 2016, le gouvernement a commencé les pourparlers avec plusieurs parties prenantes de la manne pétrolière nigériane en vue de rembourser ses dettes. Oui, je crois que le Nigeria, comme beaucoup de pays producteurs qui n'ont malheureusement pas beaucoup de réserves par le passé, sont dans des difficultés. Ces pays ont confectionné des plans de financement à partir des recettes pétrolières. Donc, toutes les prévisions aujourd'hui n'ont pas pris en compte cette tendance baissière qui est une catastrophe financière. Selon le docteur Emmanuel Ibe Kashikou, le ministre nigérian en charge du pétrole, le gouvernement fédéral compte investir dans des raffineries pétrolières en vue de diminuer le volume des importations de pétrole raffiné tout en satisfaisant la demande locale. Les autorités cherchent ainsi à réformer en profondeur le secteur de l'or noir en vue d'en faire bénéficier aussi les populations. Une chose, c'est de produire du pétrole et de l'exporter pour ensuite importer du raffinage. Je crois que sur la chaîne de valeur, il y a des pertes énormes. Donc, le Nigeria a effectivement gagné à maîtriser la chaîne de valeur de l'exploitation de cette or noir-là qui est le pétrole. Et maintenant, ce faisant, oui, on se dote d'un capital technique, d'une expérience qui peut-être donnera ses fruits sous 3 ans, sous 5 ans. En 2016, les activités économiques nigérianes devraient tourner autour de secteurs non pétroliers. Les différents ministères cherchent à développer des partenariats publics-privés en vue de financer certains de leurs projets.
Fin de ce journal, nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.